Okay, hello, welcome to Slovenia in this assessment section. And I would like to introduce our presenters from Freiburg University from Switzerland, Roman Rasin, Alexandra Clara-Gerber, and Tanya Tovar. And I'm going to deliver a presentation on the development on instruments for assessing language skills in relation to bilingualism and interdisciplinary skills. So over to you. Merci, donc bienvenue pour notre présentation qui est plutôt une réflexion autour des possibilités qu'on pourrait ou des critères qu'on pourrait développer pour évaluer des compétences interdisciplinaires à l'intérieur de du centre de langue, hein, puisqu'on travaille pour le centre de langue. Alors donc, on a mis le titre en français et en allemand, donc pour la reconnaissance et le développement des compétences interdisciplinaires des étudiants en droit plurilingue. Et dans ce cadre, dans cette formation, les étudiants rédigent des dossiers mémoire, qu'on appelle dossiers mémoire, donc schriftliche Arbeiten, hein, donc c'est toujours, on va parler en français et en allemand, d'une quinzaine de pages à peu près. Et jusqu'à présent, évidemment, on a évalué ces dossiers au niveau de la langue. Donc l'objectif, c'est... Voilà, bonjour. Voilà, donc c'est l'évaluation au niveau C1, dans ce cas-là. Et maintenant, puisque ces dossiers portent sur des thèmes transversaux, comme par exemple la liberté ou la démocratie, etc., il faudrait qu'on trouve une évaluation qui prenne en compte non seulement le niveau de langue, donc la langue, mais également les compétences interdisciplinaires. On s'est donc posé des questions, voilà, au niveau didactique, voilà, c'est une réflexion qu'on mène en dialogue entre les langues, donc auf Deutsch, voilà, Tania en français, Alessandra, donc c'est un dialogue entre nous, entre les langues, pour essayer de trouver des critères communs, hein, pour avoir une évaluation à la fin. Donc, au niveau didactique, ensuite, voilà, quel est le rapport, l'interdépendance entre les consignes et les critères d'évaluation. Et on s'était posé la question, voilà, c'est une hypothèse, le changement de perspective, ça pourrait être justement une sorte de technique commune, un dénominateur commun pour nous. C'est une question qu'on se pose. Donc, premièrement, plutôt Alessandra, mais bon, ce sera toujours un peu un dialogue entre l'allemand et le français. Donc, on va présenter le contexte méthodologique et ensuite on donnera des exemples, Beispiele, hein, bien sûr, et la question finale c'est, voilà, est-ce que ces consignes liées au changement de perspective pourraient être des critères pour l'évaluation. Alors je cède la parole à Alessandra. Bien, alors peut-être 2 mots sur notre contexte. Alors on travaille, comme l'a dit Romain, avec des étudiants en droit. Moi je travaille avec des étudiants en droit plutôt suisse-allemands qui ont cette caractéristique d'être très motivés, très disciplinés et qui ont, comme ils vivent en Suisse, qui est un pays, comme vous le savez, multilingue, une sensibilité et une
qui naturellement ont la sensation de ce qui est francophone et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, dans leurs écrits, on trouve déjà beaucoup d'indications de ce qu'ils ont l'impression être la langue qu'il faudrait mettre dans un dossier tel que ce qu'on leur demande. On travaille dans une perspective interdisciplinaire, comme l'a dit Romain, et en particulier, Tania et moi, en lien avec un festival de droit dans le cinéma, pour lequel les étudiants doivent devenir acteurs actifs, c'est-à-dire qu'on leur demande de produire des discours autour de ce festival thématique et aussi, par exemple, de mener des interviews. Et donc, l'objectif, c'est de les faire se couler aussi dans des langues spécifiques qui sont à la fois le langage du droit, mais à la fois le langage des différentes disciplines qu'ils vont rencontrer dans ces contextes, donc la littérature, le cinéma, les caricatures, l'analyse de dessin, etc. Et toutes ces disciplines, évidemment, on le sait, ont leur langage spécifique, leur vocabulaire, leurs images aussi, leur jargon, etc. Et donc, notre question à nous, c'est comment faire avec ces étudiants qui sont déjà très bons et qui sentent déjà bien les choses pour pouvoir les aider à devenir performants dans ces langages spécifiques en lien avec ces disciplines. Ça, c'est la question. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a essayé de faire, en fait, pour améliorer un dispositif qui fonctionne déjà très bien, mais peut-être en tant que didacticien, pour se dire on est en train de modéliser quelque chose, de l'améliorer, ou en tout cas de trouver des recettes qu'on pourra reproduire après avec les étudiants qui viendront. On a d'abord, Tania et moi, on travaille en dialogue, réfléchi à se constituer un cadre théorique dont on va dire 2 mots l'une et l'autre. Donc je vais commencer par le français, ça sera la partie 2. Et ensuite, ensemble, l'une et l'autre, on a pris les dossiers qui existent et qui ont été produits depuis quelques années comme un corpus d'analyse, et on a fait de l'analyse discursive de ces dossiers, en nous posant la question, que veulent dire les étudiants, que sont-ils en train de faire dans ces dossiers? Voilà. Et finalement, donc, ça sera la 3e partie de la présentation, on a essayé de resserrer tout ça et d'arriver à une typologie qui puisse nous aider donc ensuite dans nos futurs enseignements, dans un processus en spirale. Voilà. Donc pour le français, évidemment, on s'ancre dans la didactique du FLE, mais en particulier dans la didactique du FOS, du français sur objectif spécifique, et aussi dans la didactique du FOU, français sur objectif universitaire. Alors pour le français sur objectif spécifique, comme vous le savez, parce que c'est la même chose aussi pour l'anglais et toutes les langues, on travaille à partir de ces actes de langage, ce qu'on aime appeler ces savoir-dire, qui vont ensuite permettre aux étudiants d'être performants sur le terrain. Mais en FOU, en français sur objectif universitaire, c'est plus compliqué en fait, de trouver, de cibler ces savoir-dire, d'autant plus si l'élément culturel, de culture cultivée, rentre en ligne de compte. Pourquoi? Parce que surtout si les étudiants ont un bon niveau, on a tendance à vouloir leur faire des analyses comme on ferait en langue maternelle. De l'analyse littéraire, de l'analyse de tableaux, de l'analyse de films, et on oublie que ce sont des étudiants en langue étrangère et en culture étrangère. Alors la question c'est comment faire pour arrêter soit de faire produire des analyses savantes, comme on le ferait en langue maternelle, ou au contraire des analyses naïves en leur demandant ce qu'ils ressentent. C'est ça, pas ça l'objectif. Est-ce qu'on peut trouver une 3e voie? Donc, excusez-moi, là voilà. Donc, on a pensé, moi je suis formée en anthropologie, donc on a pensé qu'il fallait changer de perspective et on s'est basé sur, entre autres, le sociologue qui a travaillé sur le regard de l'étranger, qui est quand on construit un regard sur une culture
qui vient de l'extérieur. Voilà. Et en fait, notre point de départ, c'est ce regard étranger sur la culture cible et la mise en mots de cette expérience d'observation de ces éléments de la culture cible. Donc ça, c'est le cadre théorique pour moi. Et je passe la parole à Tanja pour l'allemand. Hallo. Also, wie Alessandra gesagt hat, besteht ein Zusammenhang auch eben zwischen der Kultur und der Sprache. Und ich beginne jetzt damit, euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir haben ja Juristen in unserem Lehrgang und ja, also an einer internationalen Konferenz beschließen die Länder Frankreich, Deutschland und England, ein neues Übereinkommen zu schaffen. Zuerst diskutieren sie das in ihren Sprachgruppen und beschließen dann am nächsten Tag, sich wieder zu treffen und die Resultate auszutauschen. Die Franzosen kommen stolz daher und sagen, wir haben schon die ganzen Prinzipien für das Übereinkommen definiert. Die Deutschen schütteln nur den Kopf und sagen, wir haben den ersten Artikel verfasst, wir haben klar definiert, wie der erste Artikel lauten soll. Die Engländer sagen, wirklich, wir haben schon das ganze Übereinkommen geschrieben. Das zeigt hier auf der sprachlichen Seite, dass die Franzosen gerne über Prinzipien philosophieren, während die Deutschen klar jedes Wort definieren wollen und die Engländer eher ganz pragmatisch vorgehen. Ja? Dieser Witz oder diese kleine Geschichte enthält auch ein Körnchen Wahrheit. Denn der Umgang mit Sprache und Recht und mit Sprache allgemein ist auch kulturabhängig. So vergleicht zum Beispiel der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Thomas Landmark die deutschen und die englischen Rechtswissenschaftler und er sagt, der deutsche Rechtsanwender systematisiert und kategorisiert sehr gerne, er drückt sich präzise aus, wie ein Zeichner mit Tusche und Lineal. Der Engländer ist eher Impressionist. Und auch andere Autoren erwähnen, dass oft eben das Bewusstsein dafür fehle, dass neben der reinen Lexikonbedeutung von einem Wort eben auch das gesellschaftstypische Weltbild eigentlich dahinter steht. Hier ein Beispiel dafür. Während man auf Deutsch sagt, eine Veranstaltung moderieren, sagt man auf Französisch Animer un spectacle. In dem Wort moderieren ist das Moderate drin, also beschwichtigen, während im Gegenteil dazu auf Französisch animer, also animieren, beleben, das Gegenteil, die Funktion das Gegenteil ist. Und man sieht es auch in dem Rechtsvokabular, während Sie im Deutschen haben die Rechtswidrigkeit, steht im Französischen Illegalité, also die Rechtswidrigkeit als Verstoß gegen das ganze Recht als moralisches Gebilde und im Französischen Illégalité verstößt man nur gegen das Gesetz. Ja. Also, das heißt, man benötigt eigentlich diese kulturellen Hintergrundinformationen auch beim Sprachenerwerb. Und das erlangt man zum Beispiel dadurch, dass man die Perspektive wechselt, weil unsere Studierenden ja zukünftige Juristen sind, ist das für sie auch von Nutzen, das zu trainieren. Also zum Beispiel haben sie die juristische Mediation. Dort geht es darum, Dinge, die eigentlich immer schon so waren, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Oder auch in der juristischen Rhetorik, wo man sich in den Gegner versetzt, um die eigenen Argumente als Gegenargumente vorzubringen. Und in unserem Sprachunterricht erlangen wir eben diese mehreren Perspektiven, unter anderem dadurch, dass wir disziplinübergreifende Verfahren bewusst machen. Wir haben sie schon erwähnt, zum Beispiel aus Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Kunstgeschichte. Und in unseren Dossiers eben, auch in den deutschsprachigen, finden wir solche Ergebnisse, die die Studierenden schon anwenden.
Alors, on va vraiment ouvrir un petit peu pour la fin. Donc, maintenant, on arrive à cette partie d'analyse pour vous montrer comment est-ce qu'on a travaillé. Donc là, vous avez une petite citation d'un dossier en français d'un étudiant qui écrivait sur une nouvelle de Samuel Beckett et qui dit « Bien que l'on pourrait imaginer qu'il soit indifférent de l'opinion des autres, le narrateur admet qu'il pourrait mourir de honte. » Et puis il cite « Alors je pensais », voilà une citation du texte, et il répond, et il continue en disant « Ce manque de confiance en soi et la nécessité du regard de l'autre apparaît également à la page 32. » Voilà, exact. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à partir de ces différents repérages? On a travaillé à partir de tableaux pour essayer de décrire sur le plan architectuel ce qui se passe dans les discours et pour en tirer ensuite donc des pistes d'évaluation. Alors ici, on voit que la visée rhétorique, c'est d'inclure des voix tierces dans un argumentaire. On a trouvé qu'il s'agissait de deux savoir-dire qui s'enchaînent, présenter la logique d'un personnage, faire des parallèles avec une expérience personnelle, l'étudiant, qu'est-ce qu'on va devoir lui apprendre à faire en classe de langue ou en classe de fou, et on va devoir lui apprendre à sélectionner quelques traits psychologiques, physiques dans un personnage de roman ou dans un personnage de film, décrire des étapes d'un mode de pensée et d'agir, extraire quelques passages représentatifs d'un mode de pensée et d'agir et les relier entre eux, intervenir au fil du texte par des phrases qui montrent son positionnement personnel par rapport au positionnement du personnage. Donc voilà, on a essayé de travailler comme ça pour décrire ce qui se passe dans ces discours. Je te passe la parole. Auch ganz schnell. Also, hier haben wir die Beispiele von der deutschsprachigen Seite, zum Beispiel die ZuschauerInnen oder Partizip 1 als Verfahren oder Stilmittel aus dem gendergerechten Sprechen, Schreiben. Dann, ich fühle mich, als wäre ich die Hauptfigur in einem Roman und ich sehe also dieser Perspektivenwechsel, die autodiegetische Erzählerin. Lieber Leser, die direkte Leseransprache, den Appell, auch aus der Erzählanalyse und zum Schluss noch zum Beispiel, die Schweiz ist ja extrem stolz auf ihre Unabhängigkeit, also die Modalpartikel als Einsatz als Mittel zum Zeigen der Ironie. Alle diese Sachen entstammen eben den Dossiers, der Abschlussarbeiten der Studierenden und unsere Konklusion, wenn man so sagen kann, ist, dass wir bisher den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen verwendet haben und dass es darum vor allem eben um diese pragmatisch-kommunikative Kompetenzen geht und eigentlich nicht um diese soziolinguistische Kompetenz, die die Studierenden jetzt auch anwenden in den Dossiers. Also dieses Interdisziplinäre wird hier nicht berücksichtigt. Und damit diese Verfahren und Stilmittel, die die Studierenden in den Dossiers anwenden, wie wir gesagt haben, eher zufällig oder gefühlsmäßig eben dann auch evaluiert werden können, müssen wir sie zuerst didaktisch systematisieren, damit wir die Grundlage schaffen können, um eben ein neues Evaluationskriterium zu haben. So. Okay, thank you very much for your insightful presentation and thank you for your timing. And now I'd like to ask the or invite the audience to ask the questions. Voilà, des questions en français, auf Deutsch, wie ihr möchtet. Et en anglais, il y a certaines d'entre vous qui peuvent répondre. En français, si je peux, j'ai une question tout à fait pratique que j'aimerais bien vous poser. Quel est le nombre d'étudiants dans les groupes avec lesquels vous travaillez? Parce que c'est super intéressant et je me pose la question, comment vous organisez votre travail? Alors, entre 10 et 15 étudiants maximum, oui. Enfin, c'est des ateliers d'écriture en fait, en ce qui me concerne vraiment. Auf der deutschen Seite ist es eigentlich gleich. Ja, ja, durchschnittlich so 10 Personen. Other questions? Any other questions? Könnten Sie vielleicht noch mehr praktische Beispiele anführen?
Also wollen Sie das anwenden? Also die Extrakte, die wir aus den Dossiers genommen haben, das kann ich jetzt nicht einfach so, wir haben einfach ein paar rausgezogen, aber was ich noch zeigen könnte, ist, wie wir das dann auch didaktisieren möchten, damit wir wirklich eine Grundlage haben, also zum Beispiel, wenn wir den Perspektivenwechsel jetzt nehmen, wenn eine Person eine Rahmenerzählung schreibt und aus der Perspektive eben dieser autodiegetischen Erzählerin, würden wir dann eben vorgehen, dass wir versuchen, Aufgabenstellungen zu finden, mit denen die Studierenden dann diesen Perspektivenwechsel gezielt auch üben können. Ich kann das vielleicht noch schnell zeigen. Also zum Beispiel, dass sie dann wirklich konkrete Aufgaben stellen, die sich genau evaluieren lassen. Zum Beispiel eine Erzählung aus der Perspektive von einer Nebenfigur schreiben. Ja. Und da sind auch die verschiedenen Disziplinen dabei. Wir haben eben dieses Recht im Film, wie meine Kollegin gesagt hat, wo auch die Filmanalyse eine Rolle spielt. Und dann das Versuchen, aus verschiedenen Disziplinen eben auf das Gleiche zu kommen, jetzt indem wir den Perspektivenwechsel trainieren. So muss man das sich ein bisschen vorstellen. Et peut-être pour nous, c'est aussi très intéressant de voir ce qu'on fait l'une l'autre. C'est la première fois qu'on travaille comme ça, de dire on part des écrits des étudiants, on les analyse pour voir si on arrive à des critères d'évaluation en commun. Évidemment, sans gommer les différences entre les langues, mais comment parle-t-on d'un personnage de roman en allemand ou en anglais? On peut trouver certainement des techniques littéraires qui sont semblables, si on parle de la perspective, si on parle de l'inclusion des voix, du rôle du narrateur. Donc tout ça, c'est un terrain commun pour nous. Et l'objectif serait, mais ce n'est pas encore fait, c'est un travail en cours, d'arriver à des critères d'évaluation qui guident ensuite nos enseignements, en fait, sur une matière qui est très très complexe. Avec des étudiants qui ont des profils différents, sans vouloir généraliser, mais quand même, dans la culture francophone, on est habitué, dès l'école primaire, à des écrits très très structurés, dans la culture académique encore plus. Les étudiants germanophones avec lesquels je travaille sont juristes, alors sont assez contents qu'on leur donne des cadres, mais disent « moi, je n'avais jamais eu ce type d'enseignement ». Alors, et toi, peut-être que tu te retrouves avec des étudiants peut-être un peu plus rigides, qu'il faut décloisonner. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Ja, auf jeden Fall. Es ist also sehr, sehr aufschlussreich. Ich meine, wir fühlen alle und wir spüren alle, dass sowas eben also unbedingt bearbeitet werden muss. Also vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit und dafür, was Sie da leisten. Also ich hoffe, wir werden dann wirklich uns inspirieren können und wir bekommen dann aufschlussreiche, vielleicht mal Anweisungen. Danke. C'est vrai que c'est vraiment une réflexion, un dialogue voilà, qui ne s'arrête jamais. On continue à trouver des solutions pour justement intégrer à l'université, au niveau universitaire, d'autres critères que uniquement les critères de langue. C'est ça pour créer un lien entre le sens de langue, l'apprentissage des langues et les disciplines. Ça, c'est toujours très compliqué. Mais voilà. On cherche. En faisant attention à ces grands mots, parce qu'en fait, la culture, l'interdisciplinarité, tout le monde en parle, et on ne sait jamais ce qui est derrière. Et ça, c'est le problème. Pour moi, c'est le problème central. Qu'est-ce qu'on fait? On peut demander à n'importe quel étudiant de parler d'un film. Et il pourra le faire, assez bien. Mais comment est-ce qu'on peut lui enseigner, à partir peut-être de la lecture d'une critique de film, ce qu'on peut mettre dans une critique de film. Voilà, c'est ça notre travail, en fait. Und ich meine, das kann also eigentlich nur in diesen kleinen Sprachen bearbeitet werden, weil Englisch als Lingua Franca, also die werden nie auf die Idee kommen, sich mit solchen Dingen zu befassen, nicht? Oui, exactement. Je pense que c'est la motivation est complètement différente. Donc effectivement, l'intérêt des étudiants est différent. Il ne s'agit pas
d'acquérir une technique voilà, pour maîtriser une langue. Il faut une plus-value, quelque chose de plus important au niveau culturel, au niveau justement, et c'est pour ça qu'on parle souvent, nous, on a tendance à utiliser souvent ce mot changement de perspective, Wechsel, justement, pour introduire justement d'autres regards et ne pas être sur une voie unique. C'est ça qu'on voudrait absolument éviter. Mais valoriser aussi, parce qu'en Suisse c'est important, enfin partout c'est important, mais en Suisse on a ces étudiants qui vont faire du suisse allemand par exemple, qui vont faire du français leur marque, leur plus-value sur le plan professionnel, qu'ils n'aient pas l'impression toujours, quand ils sont en milieu francophone, d'être amoindris, mais qu'au contraire, leur regard à eux soit une plus-value sur le plan, voilà, qu'ils aient confiance dans le fait qu'ils ont quelque chose à dire parce que ce sont des francophones d'origine suisse-allemande sur nos objets culturels. Voilà. Valoriser vraiment cette position d'externe en fait, qui donne d'autres résultats sur le plan du discours, mais pas moins intéressants. Ouais. Und wir sind so gesehen in einem privilegierten Status, weil wir wirklich diese Zweisprachigkeit auch haben und 1:1 vergleichen können. Und das ist auch das Spannende. Man muss, genau. Und dann wirklich eben aus diesen beiden Perspektiven kommt man automatisch irgendwie ein bisschen dazu, auch der Vergleich, wie man mit der Sprache umgeht, zu erforschen. Okay, I have kind of a bit technical question. Maybe you might have mentioned, but my French and German isn't that good too. How long have you been developing the evaluation instrument, and how long have you been using it, and what are your experiences with To it? tell you the real truth, so Real, yeah. for 3 years we collected these dossiers. Mm-hmm. And we were happy about the results, but at one point we were asked to write an article in a book about FOU, Français sur objectif spécifique, that was 6 months ago. So with Romain we wrote this article together, but it was really about French. And then we received the appeal of the Cercles conference, and we said, okay, we should transform this article in something for Cercles and include Tanya in it, and that's really how it emerged. So it's quite fresh, but it's a good start that might give something in the dialogue. And it's sort of under development. Yeah, Completely. Yeah. We didn't arrive yet. Yeah. That's example of how we could work. But now we don't have our evaluation, but we know how we should do to arrive to it. Yes, so we're on a way to developing this new evaluation criterion. But if you know how to do it, it's just a question of time to complete it, Exactly. I suppose. Yeah, because in the article the idea was just to show what the student do into these writings Yeah. and what we could use into the future formation. Et vraiment dans l'évaluation, d'en tenir compte. Jusqu'à présent, il y avait dans les dossiers les éléments interdisciplinaires qu'on voit apparaître, puisque c'est des juristes, il y a le film, le cinéma, il y a la littérature, on le voit apparaître dans les dossiers. Nous, on évalue le dossier au niveau de la langue, mais l'aspect interdisciplinaire, on n'a pas, voilà. Yeah. Et maintenant, on pense quand même que ça devrait devenir, un certain pourcentage quand même de cette évaluation. Donc il y a la langue, voilà, disons 70%, je ne sais pas, et après 30%, voilà, de l'évaluation du dossier qui concerne cet aspect interdisciplinaire. On aimerait bien arriver à cela. Mais pour ça, il faut avoir justement des consignes, des critères qui sont stables, qui sont fiables pour pouvoir le faire. Et ensuite, voilà, on peut dire dans l'évaluation, regardez les étudiants, voilà, donc vous avez là la langue, etc. Mais là, vous avez aussi une partie interdisciplinaire. Ah, et après, voilà, ça va
aussi les motiver ensuite. C'est une motivation supplémentaire pour ensuite intégrer ces informations interdisciplinaires dans le dossier. Parce que la caricature de l'étudiant en droit, c'est qu'ils apprennent des choses très techniques. Hein, et quand ils viennent en classe de langue, ils se découvrent poètes, ils font de l'analyse, et en fait, ils sont très très performants, ils s'amusent beaucoup. Et c'est vraiment. En fait, ils sont très doués pour la langue et on sent qu'ils prennent du plaisir, alors il faut les professionnaliser aussi dans ce sens. Et c'est magnifique s'ils peuvent le faire dans la langue étrangère, ils ne l'ont jamais fait dans leur langue en fait. Voilà. Exactly. And it's kind of a specialty from this Lehrgang, from this how do you call it, formation. This interdisciplinary aspect, and now it would be really a shame if we don't evaluate it. That's also, we started from really analyzing the material, and we've seen that it's just not enough the common language criteria you have to evaluate. So actually that's the motivation to what is special in what we do, that it's also the appreciation of what they learn in our formation. Okay. So thank you very much for your inspiring presentation and for the rich discussion. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre conférence en français et en allemand. Ce qui est plutôt rare. Donc, merci beaucoup. Merci. Voilà. Danke.